Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide à Washington. À la une de l'actualité ce soir. Plus de 300 000 personnes fuient les affrontements communautaires en République démocratique du Congo, ce qui complique la lutte contre l'épidémie d'Ebola, d'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'Ebola qui vient de faire des victimes en Ouganda également. Le commerce transfrontalier est déjà affecté par cette propagation. Aux États-Unis, le président Donald Trump lance sa campagne pour la présidentielle de 2020. Il promet une soirée folle à Orlando, en Floride. Il veut décrocher un second mandat pour l'heure. Il est en position délicate dans les sondages. I don't know how the hell do you lose this election, right? Un chiffre qui inquiète l'ONU pour démarrer. Plus de 300 000 personnes ont fui les violences interethniques dans le nord-est de la République démocratique du Congo au cours des 2 dernières semaines. D'après le Haut Commissariat pour les réfugiés, la situation en Ituri s'est gravement détériorée avec de multiples attaques impliquant les communautés Emma et Lendu. Au moins 161 personnes ont été tuées dans cette province la semaine dernière. Le HCR craint que les accrochages entre ces 2 groupes ethniques compliquent la tâche des services sanitaires pour repérer et soigner les personnes menacées par le virus Ebola. Alors que les déplacements se poursuivent à une grande échelle, de plus en plus de personnes tenteront de chercher refuge en Ouganda à travers le lac Albert. Donc pour l'instant, les chiffres que nous avons vus sont très faibles, mais ils pourraient s'accroître avec plus ou moins 300 000 personnes fuyant au cours des 2 dernières semaines. Plus de personnes pourraient être obligées de fuir à travers le lac Albert en Ouganda. La mobilité de la population du Nord Kivu et de l'Ituri est un facteur de risque. Ainsi, chaque fois que des personnes se déplacent en grand nombre, il est plus compliqué de faire le travail de suivi, de recherche des contacts de ceux qui sont supposés être observés quotidiennement pendant 21 jours. L'épidémie d'Ebola en RD Congo a déjà fait 1449 morts. Les humanitaires redoutent que les populations touchées par le conflit communautaire tentent de chercher refuge en Ouganda en traversant le lac Albert. En Ouganda, où la maladie a déjà tué 2 personnes, une propagation qui a d'ores et déjà affecté le commerce entre les 2 pays. Halima Atoumani s'est rendue à Kasese, à la frontière ougandaise. Son reportage est relaté par Lionel Gaïma. Depuis 15 ans, l'homme d'affaires Pengekis vend en République démocratique du Congo du poisson du lac Albert en Ouganda. Mais depuis une semaine, il dit n'avoir guère d'autre choix que de rester en Ouganda à cause de l'épidémie Ebola le long de la frontière. À Kinshasa, nous ne connaissons pas le virus Ebola. Mais quand vous venez ici à la frontière, c'est toujours laver les mains, laver les mains, laver les mains. Et quand je suis arrivé ici, nous avions travaillé 3 jours. Au Congo, le commerce est mort. Ils disent qu'il y a Ebola, alors nous devons attendre que ça passe. Car même les banques sont fermées. Farouk Ayoub est conducteur de mototaxi. La peur du virus Ebola l'empêche de se rendre au Congo. Normalement, nous transportons principalement des Congolais. Nous les prenons au Congo pour les amener en Ouganda. Mais nous avons peur de l'Ebola. Maintenant, nous nous demandons comment on peut nous aider et comment nous protéger contre le virus Ebola. Raphaël Masereka, homme d'affaires ougandais, explique que ses collègues et lui exhortent les gens à ne pas serrer la main aux marchands venus de la RDC. Le virus Ebola se transmet par contact avec des fluides corporels des personnes malades. La Croix-Rouge ougandaise est chargée de dépistage du virus à tous les points d'entrée de personnes venant de la RDC. Ainsi, vous ne savez pas s'ils ont été en contact avec une personne porteuse du virus Ebola, qui a peut-être assisté à un enterrement ou
Peut-être aussi à travers des activités commerciales, ils ont touché une personne malade de l'Ebola. Les troupes ougandaises postées le long de la frontière ont reçu mandat de contrôler le trafic d'armes et de munitions, mais ne sont pas préparés à faire face, encore moins combattre le virus Ebola. Ils seront vaccinés si nous arrivons là où ils sont. Le seul défi, c'est le suivi. Et nous essayons d'y travailler. Une fois que vous recevez le vaccin, nous devons vous suivre un bout de temps pour nous assurer que tout va bien et que vous n'avez aucun problème. Les commerçants le long de la frontière espèrent que les mesures prises suffiront à enrayer la propagation du virus Ebola pour que la vie puisse reprendre son cours normal. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Des combattants du groupe djihadiste ont envahi une base militaire et pillé une ville dans le nord-est du pays hier soir. Ils sont arrivés à bord de 9 pick-up et ont délogé les soldats de cette base en périphérie de Gajiram, à 80 km de la capitale régionale Maiduguri. Aucun bilan dans l'immédiat concernant d'éventuelles victimes du côté de l'armée comme du côté des insurgés. Quant au Cameroun voisin, où Boko Haram a tué 17 soldats récemment dans le nord du pays, il observera ce vendredi une journée de deuil national décrétée par le président Paul Biya pour saluer leur mémoire. Au Burundi, le gouvernement a suspendu Parsem, la dernière ONG indépendante et encore active dans ce pays en crise depuis 2015. Ces activités ont été suspendues pour une durée indéterminée pour troubles à la paix et à l'ordre public, d'après le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagié. Une dizaine d'autres ONG burundaises indépendantes qui s'étaient opposées au troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza ont déjà été suspendues. En Égypte, le président déchu Mohamed Morsi a été enterré aujourd'hui au Caire en toute discrétion et sous haute surveillance au lendemain de son décès en pleine audience au tribunal. Après avoir passé près de 6 ans derrière les barreaux, il était âgé de 67 ans. L'ONU réclame une enquête sur la mort de l'ancien chef de l'État islamiste, emprisonné depuis sa destitution par Abdel Fattah al-Sisi, commandant de l'armée à l'époque et actuellement président du pays. Les tensions continuent de s'accroître entre Washington et Téhéran. L'Iran affirme avoir démantelé aujourd'hui ce qu'il appelle un nouveau réseau d'espions agissant pour le compte des États-Unis. La crise s'est accentuée avec l'annonce hier par le Pentagone d'un renforcement du dispositif militaire américain au Moyen-Orient après que l'Iran a affirmé son intention de franchir bientôt une limite prévue par l'accord sur le programme nucléaire iranien. Les attaques contre des pétroliers en mai et en juin dernier dans la région du Golfe attribuées par Washington à l'Iran ont jeté de l'huile sur le feu, ce qu'a démenti Téhéran. Moscou et Pékin ont exprimé leurs inquiétudes. Pendant ce temps, événement important pour le président américain ce soir en Floride, Donald Trump donne le coup d'envoi de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2020. Le locataire de la Maison-Blanche croit que les bons chiffres de l'économie américaine convaincront leurs électeurs de lui accorder un nouveau mandat de 4 ans. Mais pour l'heure, divers sondages le donnent à la traîne dans les principaux États derrière ses grands rivaux démocrates, notamment l'ancien vice-président Joe Biden. Davantage dans le reportage de Jim Malone, le récit est de John Linden. Trump considère la forte économie américaine comme son avantage numéro 1 pour la campagne de l'année prochaine. Et il l'a rappelé récemment lors d'une sortie en Pennsylvanie. La politique est un monde fou. Même quand vous avez le meilleur taux d'emploi de l'histoire, quand vous avez le meilleur taux de chômage de l'histoire, quand vous avez la meilleure économie que nous n'ayons jamais eue, je ne sais pas comment on peut perdre cette élection, n'est-ce pas? Trump semble avoir soif de se battre contre quiconque émergera du groupe de candidats démocrates à la présidence. Pour le moment, c'est l'ancien vice-président Joe Biden qui est le favori des démocrates. Il est une menace, à mon avis, une menace pour nos valeurs fondamentales. 4 années de Donald Trump seront considérées comme une aberration de l'histoire américaine. 8 années vont fondamentalement changer qui nous sommes en tant que nation et comment nous sommes perçus dans le monde entier.
Les récents sondages nationaux et dans différents États ont conféré à Biden et à plusieurs autres démocrates un avantage dans un affrontement théorique avec le président. Trump les rejette tous, ainsi qu'un sondage de son propre camp qui le place derrière Biden et certains des autres démocrates dans des États clés et souvent par une grande marge. Mais les sondages présidentiels réalisés si tôt peuvent être peu fiables. Comme nous l'avons vu en 2016, les sondages et la course peuvent changer soudainement. Je pense que le président aurait le devoir d'admettre la réalité et de dire qu'il est derrière et qu'il n'a pas fait assez pour atteindre les électeurs. Les sondages indiquent que même si Trump a largement satisfait sa base politique, il devra trouver un moyen d'élargir son électorat s'il veut renforcer ses chances en 2020. Et pour un décryptage, j'accueille sur ce plateau l'analyste politique René Lake. Merci de nous rejoindre sur le plateau, René. Bonsoir, bonsoir Jacques. Bonsoir. Alors d'abord, en 2 mots, pourquoi la Floride et va-t-il marteler son message de fermeté sur l'immigration et les relations commerciales? Écoutez, pourquoi la Floride? La Floride a toujours été un de ces États charnières, vous savez, aux élections présidentielles. Mais c'est intéressant parce qu'elle est État charnière, mais à tendance un peu républicaine. Alors que la Pennsylvanie, c'est un État charnière à tendance un peu démocrate. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il aille plutôt en Pennsylvanie. Et beaucoup d'analystes aujourd'hui se posaient la question, mais pourquoi la Floride? En fait, c'est parce que vraiment, il veut insister sur ce point central, qui est la question de l'immigration. Ouais, les États clés, les swing states. Exactement. Alors, l'ancien président de la Chambre des représentants, Newt Gingrich, croit que si l'économie reste forte, il sera très probablement réélu. L'économie est un atout pour Donald Trump dans cette course déjà présentée comme très incertaine. Oui, incontestablement. J'ai écouté tout à l'heure en venant ici les sondages. Ouais. 70% des Américains sont plus ou moins satisfaits de l'état de l'économie américaine. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif pour lui. Mais dans le même temps, il est en termes de satisfaction, taux de satisfaction, il est toujours à 44%, ce qui est relativement bas, pour ne pas dire très bas, pour un président sortant. Oui. Quid des répercussions de l'enquête russe sur les ingérences de Moscou dans la campagne de 2016? Les démocrates vont-ils continuer à exploiter ce thème? Oui, j'ai presque envie de dire qu'ils n'ont pas le choix. D'abord, il y a plus d'une quinzaine, je crois 17 pour être précis, enquêtes qui sont en cours. Il va y avoir les hearings, les témoignages qui vont avoir lieu dans les différents comités au niveau du Congrès. Donc, je pense que les choses ne vont pas aller en diminuant en termes d'intensité. Vous ne pensez pas que l'électorat démocrate veut entendre parler également de l'emploi ou comment faire pour encore améliorer la situation? Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres thèmes qui peuvent intéresser cet électorat? C'est la thèse en tout cas de quelqu'un comme Nancy Pelosi, la présidente du Sénat, du Parlement, qui considère qu'il vaut mieux se focaliser sur ce qui a fait gagner les élections primaires. Oui. Non, les élections parlementaires voilà, aux démocrates, c'est-à-dire en se focalisant... Voilà, les élections demi-mandat, en se focalisant sur les questions de santé, les questions d'emploi, les questions d'équité, etc. Donc, et la peur, justement, de quelqu'un comme Nancy Pelosi, c'est de dire, si on s'embarque dans les histoires d'impeachment, d'empêchement du président, on ne va pas pouvoir se focaliser sur ces questions de fond qui intéressent principalement les Américains. Alors, l'identité de son rival sera-t-elle également une carte à jouer pour lui? Je crois que c'est pratiquement la carte principale qu'il va jouer. Parce que le taux défavorable, comme je vous ai dit, taux de satisfaction 44%, c'est extrêmement bas. Il est quelque part très impopulaire. La meilleure stratégie, celle qu'il a utilisée en 2016, c'est de rendre son adversaire impopulaire. Et donc, je pense que ça va être ça, sa stratégie. Parce que le taux d'insatisfaction qu'il a aujourd'hui est le même que celui de 2016. Et il a gagné les élections. Donc, ça veut dire qu'avec un taux de désapprobation à ce niveau aussi bas, il peut, du moins, le taux de désapprobation aussi élevé, il peut effectivement, malgré tout, gagner les élections s'il arrive à avoir un discours très négatif sur son adversaire et à rendre son adversaire impopulaire comme il a fait avec Hillary Clinton. Ouais, j'avais d'autres questions, mais vous savez, ça passe très vite en radio et en télé. René Lake, ça a été un plaisir. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup pour le décryptage. Merci. Je vous en prie. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et maintenant voyons le sommaire de la seconde partie de votre journal. Un nombre record de réfugiés africains se présente à la frontière américano-mexicaine pour demander l'asile, ce qui surprend les autorités plus habituées aux migrants d'Amérique latine. La chasse au gibier, une activité profitable qui continue à prendre de l'essor en Afrique du Sud. Les fermes dites de chasse au gibier ne cessent de se répandre dans le pays. L'ex-vedette du football français Michel Platini interrogé sur les conditions de l'attribution controversée du mondial de 2022 au Qatar. Nouveau coup de projecteur ce soir sur la question migratoire que tentent toujours de régler les États-Unis et le Mexique. Plusieurs milliers de migrants piétinent à la frontière entre les deux pays. Les réfugiés d'Amérique latine ne sont pas les seuls à demander l'asile. À la frontière sud des États-Unis, un nombre record de migrants africains traverse également le Mexique pour faire une telle requête au point d'entrée américain. Arzuma Compaoré est en reportage en ce moment à San Antonio, dans l'État américain du Texas. Il nous rejoint encore une fois ce soir. Bonsoir Arzuma. Qu'est-ce qui a polarisé votre attention aujourd'hui, Arzuma ? Eh bien Jacques, comme depuis les 3 semaines précédentes, on continue à recevoir ici au centre d'accueil improvisé par la ville de San Antonio, on continue à recevoir des immigrants qui viennent non seulement de RD Congo, mais aussi d'Amérique centrale. Le nombre a certes diminué comparé à il y a 3 semaines où il avait atteint plus de 300 immigrants, parmi lesquels 600 immigrants, parmi lesquels 300 immigrants à peu près étaient d'origine soit de l'Angola, soit de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le nombre est bien moindre. Hier, ils étaient au nombre de 50 à peu près dans le shelter lorsque nous avons visité le shelter, donc le centre d'accueil mis en place par une église à côté. Aujourd'hui, tous les regards sont vraiment tournés vers les quelques immigrants qui restent. Comment est-ce qu'on s'occupe d'eux? Comment on s'assure qu'ils peuvent continuer leur route? Comment ils peuvent continuer leur chemin? La ville a déjà mis en place des ressources. Arzuma, mais ces ressources commencent à j'allais tarder. vous demander, ces immigrants africains notamment, reçoivent-ils de l'aide et de la part de qui exactement, si vous pouvez nous donner quelques précisions là-dessus? Alors je disais tantôt, la ville, c'est un partenariat en fait entre la ville de San Antonio et des organisations locales, des ONG locales, donc les Catholic Charities, l'association American Gateways, qui est une association en fait d'avocats, et la Interfaith Coalition, donc la coalition des volontaires des foi communes. Ils sont ensemble, ils ont essayé de mettre en place des volontaires qui viennent et qui assistent surtout dans la traduction, parce que la plupart justement de ces ressortissants parlent français et il faut trouver le moyen de leur faire comprendre comment atteindre leur prochaine destination, Jacques. Et évidemment, vous êtes en train de recueillir pas mal de témoignages. Alors, que vous disent quelques-uns de ces migrants que vous avez rencontrés, qui sont originaires pour la plupart, comme vous venez de le dire, de la République démocratique du Congo et de l'Angola? Alors, beaucoup nous racontent leurs histoires. Ce sont des histoires qui ont commencé dans leur pays d'origine. Mais ce qui est assez frappant, c'est le parcours qu'ils doivent traverser depuis le Brésil, en remontant au nord jusqu'au Mexique, la traversée de la forêt colombienne, la rivière Rio Grande, et ce passage terrible, le Darien Gap, c'est comme ça qu'ils l'appellent, où beaucoup de gens sont morts. Ils nous racontent ça avec beaucoup d'effroi. Il y a des femmes, des enfants enceintes. En fait, Jacques, le 5 juin, il y a une femme congolaise qui est arrivée, elle était enceinte. Le lendemain de son arrivée, elle a eu une césarienne et donc leur enfant, elle et son mari, ont eu un enfant américain par césarienne. Absolument. Et Arzuma Compaoré, je suis sûr que nous allons voir tous les reportages que vous êtes en train de réaliser sur place. Arzuma Compaoré, vous êtes notre envoyé à San Antonio, cette grande ville du Texas. Je vous remercie.
Tout à fait autre chose. En Afrique du Sud, l'industrie de la chasse au gibier et de la faune a connu une croissance exponentielle au cours des 20 dernières années. Le chiffre est passé de 3500 fermes en 1992 à plus de 10 000 fermes de chasse au gibier aujourd'hui. Grâce à sa biodiversité et ses infrastructures, l'Afrique du Sud dispose d'un avantage concurrentiel unique dans une industrie qui contribue actuellement pour plus d'1,5 milliard de dollars à son produit intérieur brut par an. Dili Diko pour les détails. À moins de 30 minutes de la tombée de la nuit, le chasseur professionnel Tony De Bruyn espère trouver un gnou doré. C'est l'un des derniers animaux de la liste de son client américain, Phil Kloppenberg, qui fait partie des quelques 8600 chasseurs de trophées se rendant chaque année en Afrique du Sud pour chasser. Si Kloppenberg réussit à abattre l'animal, il versera $6 à De Bruyn. Nous recherchons les vieilles bêtes qui ont du caractère, qui ne se reproduisent plus et qui vont bientôt partir. Ils se sont reproduits, ils ont fait tout ce qu'ils étaient supposés faire sur cette terre et maintenant ils vont en Amérique. L'industrie de l'élevage de gibier repose sur 4 piliers. Les ventes aux enchères de gibier, l'écotourisme, la chasse et les produits destinés au commerce. La chasse au trophée génère à elle seule environ 693 millions de dollars. Tebogo Mogashoa est le président de Wildlife Ranching South Africa. Il possède une ferme d'élevage de gibier privé située en périphérie de Bela Bela, dans la province de Limpopo. Eh bien, c'est la seule industrie qui offre à l'Afrique du Sud un avantage concurrentiel unique en ce qui concerne la nature des espèces que nous élevons ainsi que la biodiversité naturelle de l'Afrique du Sud, qui est le 3e pays le plus diversifié au monde dans ce domaine. Les connaissances scientifiques et vétérinaires que nous possédons et l'infrastructure générale soutiennent cette industrie qui repose sur l'utilisation durable des ressources de la faune. Cette durabilité des ressources et l'impact positif de ce secteur sur l'économie sud-africaine sont loués par Brandon Lear, un commissaire-priseur très optimiste quant aux bénéfices de cette industrie dans un avenir proche. Les gens sont prêts à débourser beaucoup d'argent pour les bêtes haut de gamme. Plus tôt cette année, le buffle Horizon a été vendu pour plus de $6 millions américains. Les producteurs de gibier réclament maintenant une législation qui leur permettrait d'abattre du gibier dans leurs exploitations, ce qui, selon la WRSA, augmenterait de manière exponentielle la production pour les marchés nationaux et internationaux. Une fois n'est pas coutume, Yacouba Ouedraogo est à mes côtés sur ce plateau pour toute l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. Je commence par le sujet qui vous passionne tant. L'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, a été placé en garde à vue à Nanterre dans le cadre de l'enquête pour corruption sur les conditions d'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le parquet national financier a ouvert en 2016 une enquête préliminaire autour des conditions d'attribution par la FIFA des mondiaux 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. La justice française s'intéresse en particulier à une réunion secrète au palais de l'Élysée le 23 novembre 2010 à laquelle ont participé Nicolas Sarkozy, alors président de la France, le prince du Qatar Tamim bin Ahmad Al Thani et Michel Platini, alors président de l'UEFA et vice-président de la FIFA. Les conseils de Platini ont indiqué qu'il ne s'agit en aucun cas d'une arrestation, mais d'une audition comme témoin dans le cadre voulu par les enquêteurs. Et puis, direction l'Égypte pour des nouvelles de l'Avant-CAN 2019. Le Sénégal, l'une des nations annoncées comme favorite de la CAN 2019, devra faire sans sa star Sadio Mané, suspendu pour son entrée en liste le 23 juin face à la Tanzanie. Le Lion, sacré récemment champion d'Europe avec son club Liverpool, a rejoint ses coéquipiers, mais s'entraîne à l'écart. Seydina Abagé, notre correspondant à Dakar, est présentement au pays des Pharaons. Il a suivi une des séances d'entraînement de Mané.
La star des Lions a pris du retard dans la préparation à cause de la finale de la Ligue des Champions qu'il a disputée et gagnée avec Liverpool. Raison pour laquelle jusqu'à présent il fait un travail physique pour se mettre au même niveau que ses coéquipiers. Il a ainsi eu droit à un programme spécifique, musculation des pieds, la vitesse, les réflexes et l'explosivité. Sadio Mané n'a pas participé au match de ce dimanche contre le Nigeria. Il sera également absent lors du premier match de groupe du Sénégal car il doit purger une suspension d'un match pour cumul de cartons lors des éliminatoires. Et ce sont ces facteurs qui ont conduit Aliou Cissé à choisir Diao Baldé Keita pour suppléer la star de Liverpool. Et il faut dire que le sociétaire de l'Inter de Milan s'est montré très en forme. Enfin, il faut signaler que Sadio Mané a intégré le groupe pour la première fois ce lundi. Il a commencé un travail avec le ballon, même s'il a fini à l'écart avec le préparateur physique de l'équipe nationale. Nous changeons de discipline pour parler d'athlétisme. Le bras de fer entre Caster Semenya et l'I2AF se poursuit. La Sud-Africaine accuse l'instance mondiale de l'athlétisme de l'avoir utilisé comme, je cite, un rat de laboratoire. La double championne olympique du 800 mètres reproche à l'I2AF d'avoir expérimenté sur elle un traitement hormonal destiné à réduire son taux de testostérone. C'est ce qu'exige désormais le nouveau règlement de la fédération de la part des athlètes hyper-androgènes pour concourir au niveau international du 400 mètres au 1000. Débuté par le TAS le 1er mai dernier, Caster Semenya a depuis fait appel devant le tribunal fédéral suisse qui a suspendu de façon super provisoire l'application du règlement pour la championne sud-africaine seulement. Et puis, par contre, ce nouveau règlement de l'I2AF s'applique à la Burundaise hyperandrogène Francine Nyonsompa, décidée à ne pas prendre des médicaments pour faire baisser son taux élevé de testostérone. Suivez. Je suis triste parce que c'est un règlement discriminatoire, vous le savez. C'est un règlement qui m'a ciblé ainsi que d'autres certaines athlètes de classe mondiale dans certaines disciplines. Oui. Est-ce que vous allez prendre le traitement ou vous allez dire non? Non. Alors Jacques, on verra jusqu'où ira cette affaire. Oui, effectivement, en fait, ce débat continue. Hein. Yeah. Tout à fait. Et donc voilà, ils ont décidé, Caster Semenya et Francine Nyonsompa ont décidé de ne pas prendre des médicaments pour faire baisser leur taux de testostérone élevé. Et vous le savez, la Sud-Africaine, particulièrement Caster, a introduit, bien sûr, a fait appel de la décision du TAS devant le tribunal fédéral suisse qui a suspendu provisoirement l'application de ce règlement. Mais ça ne concerne que Caster Semenya. Le nouveau règlement continue de s'appliquer aux autres athlètes. Yacouba Ouedraogo, franchement, vous maîtrisez les sports comme pas deux. Je vous remercie. Vous maîtrisez votre journal. Je vous remercie. Vous revenez demain? Parfait, très bien. Donc, rendez-vous est pris. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. À demain. Merci.